Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo un peu particulière, car aujourd'hui on ne peut pas voir l'invité face caméra pour des raisons de C'est confidentialité. ça. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Alors moi, ça fait 4 ans que je suis psychologue clinicienne et psychothérapeute et on ne peut pas voir mon visage parce que je travaille avec des personnes sous main de justice dans des instances qui attachent une grande importance à la confidentialité de leurs usagers et donc pour préserver l'anonymat des personnes que j'accompagne et qui n'ont vraiment aucune possibilité de retrouver les personnes, je préfère garder l'anonymat. Est-ce que du coup tu peux te présenter brièvement? Alors je m'appelle donc Léana, je suis psychologue clinicienne et psychothérapeute et ça fait 4 ans que je travaille dans le milieu judiciaire. Mon travail, c'est d'accompagner les personnes qui sont accusées ou qui ont commis toutes sortes de délits, de crimes, qu'elles soient mineures, majeures, dès 13 ans, donc la responsabilité pénale, et de les accompagner, oui, dans les différents temps judiciaires. Donc ça peut être en détention lorsqu'ils sont incarcérés, ça peut être en milieu ouvert lorsqu'ils sont sortis ou qui ne rentrent pas en prison. C'est vraiment dans tout le temps de la procédure judiciaire. Et comment tu t'es retrouvée du coup à travailler dans ce milieu-là? C'est un milieu qui t'a toujours intéressé du coup, ce milieu-là? Ouais, au lycée, j'étais, comme beaucoup de monde, hein, je regardais les séries, les films, ça me questionnait vraiment ce qui se passe dans la tête, des personnes qui passent à l'acte, au-delà du fait qui est commis, mais vraiment qu'est-ce qui s'est passé pour qu'à un moment donné, il en arrive là? Donc j'ai fait des études de psycho pour travailler avec des adolescents à l'origine, donc de 13 à 18 ans, qui ont commis des délits, des crimes et au fur et à mesure, mes rencontres ont fait que ça a étendu un peu mon champ et que maintenant je fais également des personnes majeures. Dans ton milieu de psychologue, tu es aussi avec des personnes en dehors du milieu judiciaire ou tu travailles que dans ce milieu-là? Je travaille que dans le milieu judiciaire. Mmh. Parfois, c'est des personnes que je vais voir une fois et qui ont été confrontées à la justice une seule fois, donc qui vont pas avoir des grandes Mmh. carrières, derrière et des grands passages devant les magistrats, mais de toutes les personnes que je vois, elles sont au moins passées une fois devant une juridiction mineure ou majeure. Et ça fait quoi de travailler du coup dans ce milieu-là, que le grand public n'a pas trop accès, quand même un milieu, compliqué? Mmh. C'est comment pour toi? Je pense qu'il y a des choses auxquelles on s'habitue, d'autres auxquelles on s'habitue pas. Moi, ça m'a rendue un peu plus parano de certaines manières parce que je me rends compte que, il peut se passer plein de choses à plein de moments et qu'il y a pas de profil type, en fait. Et ça, c'est vraiment un truc qui m'a marquée dans les premiers temps où j'étais en stage au début, où en fait, j'allais rencontrer des personnes. Au début, j'avais juste leur fiche pénale, donc le type de délit ou de crime. Je pense à un jeune que je rencontrais pour des faits de terrorisme. Donc il avait prévu, entre guillemets, de commettre Mmh. un acte terroriste, donc je m'attendais à quelque chose, enfin j'attendais à avoir peur, à je sais pas. Et en fait, il est arrivé, il était tout beau, tout, il sentait bon, une petite chemise et tout, et je me suis dit, mais en fait, je me serais jamais imaginé ça. La figure du monstre n'existe pas Non, et qu'en fait, ça peut être, n'importe qui peut passer à l'acte, c'est ça. pour des raisons, qu'on ignore, quoi. C'est ça. Et en fait, souvent, ça, contrairement à ce qu'on pourrait penser instinctivement, je pense que c'est pour rassurer qu'on a la théorie du monstre, parce que les monstres, par définition, c'est pas des humains. Donc ça nous rassure de nous dire que c'est que cette catégorie de créatures, entre guillemets, qui peut commettre des délits et des crimes, sauf que c'est pas la réalité. Moi, je travaille avec des humains qui, parfois, avaient un parcours de vie tout à fait classique et un concours de circonstances a fait qu'ils en sont arrivés à commettre leurs délits, leurs crimes. On parle de situations précriminelles, donc l'ensemble des critères qui doivent se mettre en place pour que l'individu passe à l'acte. Évidemment qu'on ne passera pas tous à l'acte dans nos vies et que c'est une minorité de personnes. En attendant, il y a des profils vraiment lambda, en fait, au final. Mmh. À l'origine, en tout cas. Mmh. Oui, donc du coup, j'imagine que tu as réussi un petit peu là à déceler, quels sont les profils types un peu qui peuvent passer à l'acte. J'imagine que c'est des personnes, voilà, avec, un profil, peut-être familial ou psychologique aussi déjà fragile. Est-ce que tu confirmes ça? On en a, effectivement, qui ont des histoires familiales très carencées. Ça, on peut en avoir, des traumatismes dans l'enfance. Je pense à tous les crimes, les délits d'ordre sexuel. Souvent, il y a eu des choses qui sont passées dans l'enfance, notamment je pense aux jeunes filles aussi qui sont dans des réseaux de proxénétisme, alors qu'avant, elles ont été prises dans des réseaux de prostitution, d'exploitation sexuelle, etc. Donc il y a quand même quelque chose qui se joue, mais pas tout le temps. Mmh. Parfois, on va avoir effectivement des profils psy un peu plus particuliers, des pathologies psychiques qui altèrent la réalité et le vécu de la personne. Voilà, mais contrairement à ce qu'on peut penser, par exemple, on s'imagine le schizophrène qui va tuer plein de gens. En réalité, la majorité des schizophrènes ne commettent aucun délit, aucun crime, Mmh. contrairement à ce qu'on Oui, pourrait penser. ils sont plus dangereux pour eux-mêmes que pour la société, Souvent, ouais, la plupart des cas, c'est ça, la plupart du temps. c'est ça. OK. Mmh, trop intéressant. Du coup, j'ai plein de questions qui me viennent en tête. Je sais pas, est-ce que par exemple, tu me parlais de ce jeune-là que tu as rencontré, qui
voilà, qui tu disais qu'il y avait une belle chemise, qui sentait bon et Ouais. tout. Toi, comment tu te comportes, enfin, j'imagine qu'il y a eu un petit temps avant de t'adapter, face à des personnes, qui ont commis des crimes, des délits qui peuvent être dangereux. Mmh. Est-ce que toi, tu avais une posture différente vis-à-vis de d'autres patients? Est-ce que enfin, si tu avais eu d'autres patients avant d'être dans le Mmh. milieu judiciaire? En fait, on s'adapte beaucoup aux problématiques des personnes et moi, je peux jamais dire comment je vais. Pour moi, je suis pas la même psy avec toutes les personnes que je vois parce que je m'adapte à la personne qu'ils sont, je m'adapte aux besoins qu'ils ont aussi. Je suis jeune, donc ça crée aussi des choses chez notamment les adolescents qui vont avoir beaucoup d'a priori sur le psychologue. Ils vont s'attendre à une personne âgée avec des grosses lunettes et un gros carnet, et voilà. Et c'est pas du tout comme ça que je vois mon travail, alors qu'il y a d'autres personnes adultes qui vont avoir besoin de beaucoup plus de cadre, de stabilité, etc. Donc j'essaye de m'adapter. Après, les faits, on n'en parle pas forcément tout de suite, contrairement à Paris, ce qu'on pourrait penser. Souvent, on apprend d'abord à se connaître, et ça choque beaucoup les gens. Ah ouais, tout de Ah suite, oui. tu rentres pas dans le vif du sujet au premier rendez-vous. Bah alors, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as fait ça? Il y a un premier rendez-vous, du coup, de prise en ch enfin, de discussion, quoi, Mm. prise de connexion. Sauf si lui, il y va de lui-même. Je vais beaucoup parler au masculin parce que j'ai énormément d'hommes et de garçons, j'ai pas beaucoup de filles. Sauf si lui, il y va de lui-même et que c'est important de mettre directement carte sur table. Mais sinon, très honnêtement, j'apprends d'abord à connaître la personne parce que de toute façon, je pourrais pas comprendre le passage à l'acte si j'ai pas compris la personne, dans tous les cas. Donc, Mmh. c'est autant un gain de temps pour lui que pour moi. Mmh. Et je vais utiliser des médias, quand c'est avec les jeunes, des médias éducatifs pour rentrer un peu en relation et casser la barrière, quoi. C'est-à-dire des médias éducatifs? Tout et n'importe quoi. Je peux utiliser, des cartes des émotions, je peux utiliser, ce qu'on appelait anciennement le portrait chinois, donc avec les questions, si tu étais une couleur, si tu étais Mmh. une qualité, un défaut, et cetera. Pour essayer de cerner, du coup, leur profil, C'est ça, psychologique, OK. et casser un peu la barrière aussi. Et donc toi, tu travailles essentiellement avec des mineurs? Mmh. Du coup, ça va de quel âge à quel âge, C'est 13-21, dans la tranche d'âge, D'accord. 13 parce que c'est le minimum pour être, poursuivi Oui. pénalement. On a aussi des mesures pour des jeunes qui sont un peu plus petits, mais ce qu'on va appeler nous des mesures au civil, tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas être poursuivis au pénal, mais qui peuvent, être en lien avec, aussi des délits ou des crimes. Par exemple, on avait un jeune, qui avait 11 ou 12 ans, c'était une situation d'inceste. Nous, on le prend en charge sur le plan civil, malgré le fait qu'il ait commis, un délit. Mmh. OK. Et justement, dans l'actualité, on voit beaucoup passer de plus en plus de violences de la part de jeunes, de mineurs, notamment des agressions au couteau, des agressions dans les écoles, dans les établissements scolaires. Ça, on en a beaucoup vu Oui. ces derniers temps. Et on parle de cette, bah ouais, de cette violence juvénile. Et l'opinion, les médias essayent de comprendre, mais tout le monde ne comprend pas forcément cette violence-là. On se demande si c'est les réseaux sociaux. Mmh. Est-ce que toi, du coup, en tant que psychologue qui travaille de plus avec des personnes qui peuvent avoir des passages à l'acte de ce type, est-ce que bah, tu as des réponses par rapport à ce genre d'attitude? Alors déjà, la justice des mineurs, a sorti des chiffres récemment qui montrent que la délinquance des mineurs est en baisse. Contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, effectivement, par contre, au niveau de la violence, on est sur une augmentation des faits de violence, ça c'est vrai. Mais sur le principe, dans sa globalité, la délinquance des mineurs baisse. Les mineurs, ils sont extrêmement accompagnés. Je pense à des éducateurs de terrain qui sont vraiment dévoués et qui donnent tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter la récidive. Pareil pour les psychologues qui s'engagent dans ce milieu-là. C'est un milieu qui est vraiment, c'est très confrontant, hein, Mm. déjà de travailler avec des ados en tant que psy, c'est confrontant, mais alors en plus quand c'est dans des Mm. contextes comme ça, voilà. Ouais. Donc oui, c'est vrai que on a vu beaucoup la violence qui est passée dans les médias. Je vais pas mentir, c'est vrai, c'est des situations qui arrivent. Maintenant, des situations aussi horribles, il y en a pas non plus tout le temps, tout le temps. Mm. L'influence des réseaux sociaux, effectivement, je pense à un jeune qui a été très médiatisé justement, où il disait que c'était parce qu'il avait perdu à un jeu. Mm. Oui, c'était sur la petite Louise, si je dis pas de bêtises, je Oui, peux il pas me me semble tromper. que c'est ça. Et il me semble que c'était ça. Donc effectivement, ça crée ça amplifie en tout cas des Mm. zones de fragilité chez nos jeunes. D'où l'importance aussi, même si c'est pas tout à fait respecté, mais de suivre en bas les PEGI. Quand il y a marqué PEGI 18, c'est vraiment qu'il faut pas que les jeunes de moins de 18 ans y aient accès parce qu'en fait ça, comment dire, ça impacte sur le développement de leur cerveau, les capacités sociales, etc. etc. Donc, Oui, donc les réseaux sociaux peuvent avoir quand même un... Enfin, toi, je sais pas si tu l'as vu, mais ils peuvent avoir quand même un impact oui, sur ça. tout à fait. Et dans les deux sens, moi j'ai des jeunes qui s'autodiagnostiquent avec ChatGPT. Enfin, il y a même l'IA a eu un impact Ouais. sur notre pratique. Les réseaux sociaux vont Ça, faire. tu l'as vu déjà? Ouais. Ok. Ah bah, Et comment, du coup?
En fait, c'est des jeunes qui arrivent et qui vont nous dire, en gros, j'ai parlé avec ChatGPT et il m'a dit que j'étais dépendant affectif. J'ai eu ça la dernière fois. Que j'étais traumatisée, que j'étais surdouée. On a vraiment tout. Ah ouais, pour la même personne? Non, Ah oui, d'accord. Trois différentes. Parce que ça fait beaucoup. Trois différentes. Mais Ok. qui est venu et qui m'a dit, le premier du coup, il est venu, il m'a dit, je viens, mais je sais déjà ce que j'ai, je suis complètement dépendant affectif. Sauf que c'était pas... C'était pas le cas? Moi, en tout cas, c'est pas le diagnostic, le regard que j'ai posé sur sa personnalité. Tu lui as donné quoi comme diagnostic? Pour le coup, lui, il était là pour des faits d'ordre sexuel, effectivement. Et donc, du coup, moi, je l'ai compris plus dans une logique qui va avec toute sa personnalité, un peu de manipulation. Il est beaucoup dans la victimisation. Et en fait, c'était juste un argument de plus pour justifier ses passages à l'acte que de dire « je suis dépendant affectif ». Sauf que comme il dit à ChatGPT ce que ChatGPT a envie d'entendre et que ChatGPT va pas en contradiction, et ça, c'est hyper important de l'entendre, c'est qu'en fait, l'IA est pas là pour nous confronter et pour nous contredire. Pas là pour ça. Non. Donc, du coup, ça a répondu à sa demande, quoi. Donc, ça lui allait très bien et il était hyper content de pouvoir venir me voir en me disant c'est bon, madame, je sais. Et donc, toi, tu l'as confronté en lui disant je pense pas que ce soit le cas, je pense que plutôt tu lui as dit quoi du coup? Je lui ai pas dit ça comme ça. Je lui ai pas dit pour moi, c'est une stratégie de victimisation pour justifier ton passage à l'acte. J'ai pas été aussi cash que ça parce que le but, c'est de maintenir quand même le lien et de travailler. Mais je lui ai demandé surtout dans quel état il était pour avoir ressenti le besoin de demander à ChatGPT ce qui allait pas. Parce que c'est quand même pas tout le monde, même si ça se démocratise de plus en plus. Donc d'abord, on a questionné ça. Qu'est-ce qui faisait qu'il avait besoin d'une réponse et qu'est-ce qui faisait qu'il avait besoin d'un diagnostic, de rentrer dans une case. Justement, j'ai écouté un épisode de podcast qui parlait du studio de podcast Louis Média, qui parlait de ce rapport entre l'IA et la psychologie. Et en fait, la conclusion de cet épisode et des gens qui témoignaient, c'était que ça avait été une aide en même temps que leur thérapie. C'est-à-dire c'était un peu une sorte, pas de défouloir, mais un petit outil entre les séances pour les aider à continuer un petit peu à avoir quelque chose avec qui parler entre les séances. Et après, oui, bien sûr, ça suffit pas, mais c'était en complément de leur thérapie. Et ça, est-ce que tu penses que c'est possible pour des personnes qui ne sont pas forcément des criminels ou... Je pense que ça peut donner une illusion de rassurer, mais au final, si les séances, elles sont espacées d'une certaine manière, c'est aussi parce que nous, tout le temps, ce qu'on appelle l'après-coup, donc tout le temps d'après la séance, c'est un temps de travail aussi. Et en fait, mais c'est la société qui est comme ça, dans une immédiateté, où dès qu'on va pas bien, on a besoin d'avoir un truc qui nous réconforte, sauf que parfois, ce passage-là, il est nécessaire à avancer et à entrer en thérapie vraiment correctement finalement. Donc je comprends le besoin des personnes d'être rassurées tout de suite et d'avoir un accès avec ChatGPT, de pouvoir déverser, etc. Et puis c'est beaucoup plus facile parce que ChatGPT, c'est pas un humain devant nous, donc on peut dire tout ce qu'on veut, tout ce qu'on pense, il nous jugera pas, enfin il y a plein de choses, le psy ne vous juge pas non plus, hein, mais l'illusion que ça nous donne en tout cas c'est celle-là. Donc même si je comprends l'intérêt et je suis contente si ça a pu aider des personnes, je pense qu'il faut quand même faire très attention de pas tout prendre pour vérité et de pas surtout l'utiliser en permanence parce que du coup nous on le voit en séance, on en perd les bénéfices au final du temps entre chaque séance, de réflexion, etc. Parce qu'on est tout le temps stimulé à se poser des questions. Et qu'est-ce que tu penses de TikTok et justement de tous ces diagnostics-là qu'il peut avoir? Moi, je trouve que ça peut avoir certains bienfaits. Ça peut mettre des personnes sur la voie. Par exemple, dans le cadre du syndrome des ovaires polykystiques, le SOPK, moi, je ne connaissais pas. Et c'est TikTok qui m'a permis de comprendre ça. Je me suis pas mal informée avec ça. Et après, j'ai été me faire diagnostiquer avec un médecin. Mais par contre, pour tout ce qui est pathologie mentale, ça, on voit beaucoup de personnes qui s'auto-diagnostiquent avec TikTok. Est-ce que tu as un avis là-dessus? Je pense que tant que ça reste de l'informatif, c'est bien. Parce que plus on est éduqué, mieux c'est, et ça permet de comprendre, par exemple, on parlait de la schizophrénie tout à l'heure, le fait qu'il y ait des personnes qui témoignent, ça permet de comprendre que c'est pas comme on se l'imagine forcément, etc. Donc tant que c'est informatif, je trouve ça bien, mais tant que ça n'a pas valeur de diagnostic. Ça, c'est vraiment hyper important, parce qu'on a de plus en plus de personnes qui viennent avec des certitudes, donc je pensais tout à l'heure à la dépendance affective, mais on va avoir... moi, je travaille pas en cabinet, mais je sais que j'ai des amis qui le font, et des gens qui arrivent en disant « je sais que je suis TDAH ». En fait, il y a une série de tests qui permettent de savoir, je sais que je suis HPI, HPE, et puis ça, je pense qu'en fait, c'est une vraie demande des jeunes, de la jeune génération, de comprendre en fait. Et je regardais une interview il n'y a pas longtemps aussi de Pierre Ninet qui parlait de la santé mentale. Et en fait, il disait, mais en fait, on essaye de nous
parce qu'il va sortir un film sur les coachs justement Oui. et à quel point les réseaux sociaux ont mis en avant ces phrases-là de si tu veux, tu peux, si tu dois être plus fort, tiens-toi à tes objectifs. Enfin, et d'un premier abord, c'est super et ça a permis de donner beaucoup de discipline, beaucoup de motivation. On est en recul sur l'alcool, la cigarette, on mange mieux, on fait plus de sport, donc c'est quand même chouette. Mais voilà, il peut y avoir Mm. ce truc à outrance en fait. Oui. Est-ce que, par exemple, d'un point de vue peut-être plus de coaching, on va se dire que ça stimule, ça fait que la personne, elle se tient plus à ses objectifs. Moi, d'un point de vue psy, là, je peux te dire que je trouve ça très culpabilisant, par exemple, ce genre de phrase. Si on veut, on peut, bah, dans la réalité, pas toujours. Hmm. Il y a plein de facteurs qui font qu'on peut pas toujours, que c'est pas toujours qu'une question de volonté. Et le problème des choses comme ça, c'est que par exemple, moi j'ai eu un jeune adulte, donc qui avait 19 ans, qui présentait plein de symptômes dépressifs. Enfin, pour moi, on était dans une dépression là qui était en train de s'installer durablement. Et en fait, il me disait, mais je comprends pas. Sur les réseaux, ils disent qu'il faut juste qu'on se lève et qu'on aille au sport et qu'on y arrive. Et il me dit, moi, j'arrive même pas à sortir de mon lit, donc je suis pas capable de faire ça. Et du coup, ça le faisait culpabiliser parce que quelque chose qui relève d'une vraie pathologie, en fait, c'est Dysfonctionnement. ça, d'un dysfonctionnement, bah, lui, ça lui était envoyé comme c'est qu'une question de volonté. Donc, Hmm. comme avec l'IA, je pense que si ça nous motive et que ça fonctionne, c'est très bien. Tant que ça en devient pas plus néfaste que bénéfique, pourquoi pas. Hmm. Mais Et justement, par rapport à ça, il disait dans son interview que en fait, c'est plutôt la société qui est malade et on demande, enfin, les réseaux sociaux sont une forme de réponse. On essaye finalement de s'aider en étant relié par bah, ces plateformes-là virtuelles et on essaye de trouver des réponses comme ça, mais finalement, le vrai fond du problème, c'est qu'on a aussi un vrai problème à faire société. Il y a la solitude qui explose chez les jeunes, mais aussi chez toutes les catégories d'âge. On n'arrive plus en fait à être relié dans la vraie vie et c'est ça qui pose problème aussi, quoi. oui. Et puis c'est très du coup paradoxal parce qu'avec justement les réseaux sociaux, on a l'impression d'être tout le temps en lien. Sauf que c'est pas vrai. C'est du lien virtuel, c'est du lien parfois superficiel. On peut le voir avec certains influenceurs qui ont pu dire qu'ils ont été un peu bousculés dans la rue, etc. Parce que les gens avaient l'impression de les connaître dans l'intimité, alors qu'eux ne les connaissaient pas. Ça crée aussi des discordances dans les relations. On a de plus en plus de mal à interagir les uns avec les Mm. autres. Le confinement n'avait pas aidé pour ça non Ouais, plus. ça a été un déclencheur chez tout le monde. Ça a Ouais. augmenté les problématiques d'anxiété et de dépression chez les jeunes. Et même en termes de, enfin de tout bête, mais en termes de chiffres, je pense qu'on a très rarement eu autant de demandes de consultation psy qu'après le confinement. Ouais, Ça a explosé, les gens ont commencé à s'intéresser du coup à la santé mentale, oui. à chercher à se retrouver seuls face à nous-mêmes et du coup à chercher pourquoi ça allait pas, etc. etc. Donc c'est bien si ça permet d'aller voir des psys et de se sentir mieux, mais ne pas se laisser envahir par Mm. cette illusion virtuelle parce que... Mm. Et à l'inverse, du coup, la santé mentale, c'était c'était la grande ambition de ce nouveau quinquennat d'Emmanuel Macron. Bah voilà, il y a eu le dispositif Soutien Mon Psy qui propose des séances gratuites, mais tout le monde ne sait pas forcément comment ça fonctionne. Et puis, 7-8 séances, c'est pas forcément suffisant non plus. Enfin, du C'est coup, ça. ça décourage aussi du monde. C'est compliqué. Le dispositif Mon Psy il a été énormément décrié au sein de la communauté des psychologues parce que, bah oui, 8 séances, c'est pas assez. Je pense à des jeunes où, par exemple, en 8 séances, on a justement mis le doigt sur quelque chose qui faisait trauma. Et je me suis plusieurs fois dit, mais si là, je lui proposais pas de rendez-vous la semaine prochaine, qu'est-ce que ça aurait donné? Parce que du coup, il n'aurait pas forcément eu les moyens de payer, etc. Donc, dispositif Mon Psy, ça pose cette question-là. C'est des séances de 30 minutes. En général, quand on fait de la psy clinique, ça dure pas 30 minutes, une séance, c'est 45 minutes, une heure. Enfin, donc ça a posé vraiment beaucoup, beaucoup de questions. Il fallait passer d'abord, ce n'est plus le cas maintenant, mais avant, il fallait passer chez son médecin traitant Oui. pour avoir une ordonnance. Donc c'est déjà... Enfin bon, bref, il y a eu plein de choses qui ont compliqué la chose. Ce que je peux dire en tout cas, c'est qu'il y a des CMP, donc des centres médico-psychologiques, partout, qui sont gratuits. Ce qui peut poser problème, c'est la question de la liste d'attente. Pour le coup, parce que y a beaucoup de demandes et peu de place, mais en tout cas, il faut quand même que les gens le sachent. S'ils sont étudiants, il y a les BAPU, donc les bureaux d'aide justement pour les étudiants, qui sont gratuits, proposés par les facultés. Donc quand on se renseigne un peu, on voit qu'il y a différentes structures, ressources, des structures associatives aussi. Donc on peut trouver, mais effectivement oui, c'est la question de l'offre et la demande en fait, et clairement, je lance un appel, tous ceux qui sont intéressés par la psychologie, qui veulent se former et qui ont l'énergie de faire 5 ans d'études dans une fac de psychologie pour se former et qui veulent rejoindre la communauté, c'est avec grand plaisir. Parce que là, est-ce qu'on manque de psy ou pas? On manque de psy, on manque de psychiatres, énormément. Les psychiatres, c'est catastrophique, on en a plus beaucoup. Ça attire plus en fait les nouvelles générations de médecins, la psychiatrie. Donc, Et pourquoi?
Je pense que c'est pas ce qui rapporte le plus. Ah ouais? Déjà, Ça rapporte pas assez? je pense. Après, je suis pas médecin, donc j'ai pas leur retour, mais puis c'est assez ingrat comme métier, c'est très difficile, la psychiatrie. Donc, on travaille souvent dans le milieu hospitalier. Donc, bref, il y a plein de choses. Je pense, en tout cas, c'est ma théorie. Mais ce que je vois, c'est que pour ma part, par exemple, je n'ai pas de psychiatre à qui orienter mes jeunes. J'en ai pas. Ou alors parce qu'ils sont que en libéral, que les tarifs sont vraiment très chers, parce que c'est le seul moyen qu'ils ont, je pense, de trouver un peu de sous, parce que l'hôpital, c'est pas là où ils Donc gagnent toi, en le fait, plus. tu cherches un psychiatre à l'hôpital pour orienter les jeunes après... Pas à l'hôpital, en libéral plutôt. Oui. Parce qu'à l'hôpital, pareil, c'est des histoires de liste d'attente, il y a des priorités, etc. Mais en fait, quand le CMP ou le CMPP, donc pour les enfants, de secteur n'a pas de psychiatre, c'est extrêmement compliqué pour nous d'orienter nos suivis. Ouais. Ouais, comment tu fais du coup? Bah, j'appelle le CMP et il y a plusieurs fois où j'ai dû me déplacer au CMP de la ville où je travaille pour leur demander, en fait, mais presque à venir mendier une place en disant s'il vous plaît, là c'est vraiment très urgent. Moi, ce qui m'aide un peu, c'est que le fait que je travaille en lien avec le milieu judiciaire, j'ai aussi un autre argument qui est là, j'exagère, mais pour protéger la société, ce serait vraiment bien que ce jeune-là voie un psychiatre. Donc ça fait que j'ai réussi de temps en temps à avoir des places un peu plus rapides en CMPP, Oui, mais c'est j'imagine. pas normal d'en arriver là. Non, oui. Bah, c'est qu'on considère que ce type de profil, justement, comme il peut C'est ça. avoir de problématiques pour la société, bah, il faut qu'il voit un psychiatre C'est ça, rapidement, faut se qu'il soit dépêcher. suivi. Parce que toi, en fait, ces personnes que tu vois là en consultation, elles ne sont pas, du coup, elles ne sont pas en détention, elles ne sont pas forcément en prison. Ça dépend. Ça dépend. Moi, en gros, nous, on est sectorisés. Donc, en fait, à partir du moment où j'ai une personne dans les âges que je suis, sur les secteurs où je suis, qui a commis un délit ou un crime, il nous est adressé. Et suite à ça, il va avoir des rendez-vous. Mais par exemple, si c'est pour un fait criminel et qu'il a été incarcéré tout de suite après sa garde à vue, bah, la première rencontre va se faire en détention. Et je vais le suivre toute la durée de sa détention. Parfois, si c'est des délits, ils peuvent rester à l'extérieur. Parfois, ils vont faire des allers-retours. On a beaucoup qui font des allers-retours entre dedans et dehors. Et du coup, la séance psy se passe à la prison? Quand ils sont incarcérés, ouais. Dans un local, enfin dans une salle Ça dépend, en général, je vais au parloir, comme les avocats. Ok. Pas au parloir famille, mais au parloir avocat. Donc vous avez une vitre entre vous deux? Non. Non, Beaucoup de monde pense ça, mais c'est vraiment une petite table, comme un bureau oui, d'élève, c'est la en fait, petite salle du parloir. et Ouais. 2 petites chaises. Ok. Voilà, ça ressemble vraiment à ça. Ok. Selon les détentions, les conditions de parloir sont pas tout à fait la même, mais il y en a où il y a des boutons d'alerte. Et il y a quelqu'un qui te surveille, qui est dans la salle avec toi? Personne. Ok. Je suis Donc toute seule toi, avec t'as la déjà eu personne. peur des moments ou... Pas tant en détention, bizarrement. Pas tant en détention. Il y a des circonstances qui font que parfois c'est un peu compliqué. Je pense à une maison d'arrêt où en fait on est enfermé dans la salle, dans la petite pièce avec le détenu. Donc en fait on peut pas sortir. S'il y a un problème, on peut pas ouvrir la poignée. Il faut que ce soit le surveillant de l'extérieur qui ouvre. Et lui, il surveille pas tout le temps? Non, lui en fait il est tout au bout du couloir. Et après il y a une longue coursive. Et toi, t'appelles un bouton? Il n'y a même pas dans cette prison-là. Tu fais comment pour... Bah, tu cries. Tu cries. Il n'y a pas d'autre solution. Ah, tu dis juste, j'ai fini! Ouais, c'est ça. Bah, en fait, nous, on demande aux jeunes du coup de toquer à la porte pour que le surveillant entende. Mais si à un moment donné, il y avait un problème, c'est les cris qui alerteraient le surveillant. Et puis il est tout seul pour 25 cellules. Ah ouais, possible. il faut pas avoir peur que le jeune il passe... Enfin, Non. Du coup, il n'y a pas des dispositifs spéciaux si ces personnes-là, ils sont plus ou moins violentes ou... En fait, ça dépend des détentions. Là, c'est une maison d'arrêt spécifique, mais il y en a d'autres où il y a des boutons rouges au mur où il suffit qu'on appuie et ça déclenche effectivement l'alarme. D'autres, on a des petits beepers aussi, comme dans les unités psychiatriques, les UMD, les unités pour malades difficiles, où en fait, dès que le truc tombe par terre, ça déclenche directement une alarme, ça sous-entend qu'il est en train de se passer quelque chose. En fait, c'est un petit beeper qu'on a tout le temps sur nous. Par terre? Et en fait, quand si on se fait agresser ou quelque chose, il y a de fortes chances que soit nous avec le beeper, soit le beeper tombe. Et du coup, ça déclenche tout de suite une alerte. Pour prévenir. Et c'est beaucoup les médecins qui ont ça dans les unités pour malades difficiles, les infirmières, etc. Donc on peut avoir effectivement des dispositifs. Maintenant, c'est pas l'endroit le plus sécurisé. Non. Ça change quelque chose dans la thérapie que tu fais? Est-ce que, je sais pas, t'es moins concentrée Pas tant, au final, parce que pareil, on s'habitue. Après, faut pas non plus perdre de vue que... la prison, il y a des gens effectivement qui peuvent être dangereux. Il y a des choses que tu dis pas parce que tu as peur de le provoquer ou tu aurais peur que ça déclenche une réaction ou... Mais comme je le ferais en externe aussi.
en fait. Le cadre peut changer, effectivement, les discours qu'on a, parce qu'on ne vit pas la même vie quand on est incarcéré que quand on est dehors. Mais je pense que c'est surtout face à la personnalité du jeune que j'ai en face de moi. Et les premiers entretiens, je ne vais pas me conduire pareil qu'au bout de 2 ans de suivi où je le connais. Et Ah, je t'as sais. vu des jeunes pendant plus de 2 ans Ouais. en prison? Bah, s'ils sont restés, ouais. Ok. Ouais. Et, Parce que les mandats de dépôt. en fait, ils ont obligation de soins. Ils ont obligation de voir un psychologue. L'obligation de soins, elle ne court pas pendant le temps de la détention. D'accord. C'est que les avant ou après, pour le coup. D'accord, ok. Mais par contre, oui, on a des mineurs qui ont ce qu'on appelle des modules, donc c'est pas des obligations, mais c'est des choses qu'ils doivent respecter, effectivement, qui ont des modules soins. Et après, c'est aussi parfois selon le type de fait où nous, d'office, on va mettre un psychologue dessus. Tous les faits d'ordre sexuel, par exemple, d'office, il y a un psychologue qui est placé sur la situation. Tous les faits d'ordre criminel, il y a un psychologue qui est mis sur la situation. Et on écrit des rapports et voilà. Et ça, ils en ont conscience aussi. On n'est pas comme à l'hôpital où il y a un secret professionnel complet. Nous, on est sur du secret partagé. On écrit Les des rapports. jeunes, tu veux dire, en ont conscience? Oui. Donc, On oui, leur j'imagine. Est-ce que du coup, il y a des choses qui, eux, ne disent pas ou Oui. tu sens Souvent. qu'ils se restreignent? Au début, beaucoup. Au fur et à mesure, de moins en moins. Mais c'est aussi notre rôle à nous de le leur rappeler que nous, ici, on n'est pas dans un cadre... En fait, on ne fait pas de soins. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, dans nos structures à nous, on ne fait pas de soins. On propose un accompagnement sur un instant spécifique. Et les séances, elles durent combien de temps? Ça dépend, 45 minutes, 1 heure en moyenne. Oui, donc c'est une séance classique. Ouais. Ouais, ok. Ouais. Ça peut durer beaucoup plus longtemps si le jeune ne va pas bien, vraiment, qu'il y a une urgence. Je peux me déplacer aussi beaucoup. On essaye de s'adapter au public qu'on a en face de nous. Est-ce que du coup, tu as une journée type avant de te rendre à ton travail? J'ai une petite morning routine type, mais par contre, j'ai pas du tout de journée type. C'est ça que j'adore. Ah, t'as une morning dans ce métier. routine? J'ai une morning routine type, mais par contre, j'ai pas de journée type. En parlant de ça, on va commencer à préparer le Trop matcha, chouette. du coup. T'aimes bien le matcha? Ouais, j'ai découvert pendant le confinement, figure-toi, Ok. pendant une période healthy lifestyle. Du coup, j'ai découvert à ce moment-là. Je me réveille le matin, pas si tôt au final, ça va. Et café obligatoire. Ok. Café au lait à la vanille. Trop Je bon. recommande. Et ensuite, je vais me préparer, je vais me maquiller. Et Il y a une tenue que tu dois avoir ou pas? non, on n'a pas de tenue spécifique. J'essaye de pas être trop en jogging parce que faut quand même, on représente quand même des institutions et voilà. Ok. Mais ça, j'avoue que c'est vraiment chouette. C'est qu'on n'a pas du tout de tenue vestimentaire. Et, ça, ouais, comme les trop avocats. bien. Pas du tout. Ça, c'est trop chouette, je trouve. Ouais. Et ensuite, je vais me préparer. Je vais aller au taf. Souvent, en me préparant, j'écoute des podcasts. Voilà. Et ensuite, tout le temps de trajet du matin, même si je le conscientise pas, je me rends compte que c'est vraiment un premier espace où je commence déjà à me remettre dans ma journée. On fait un travail qui est très envahissant et du coup, c'est dur de couper en général. Donc là, c'est vraiment le moment où je vais essayer de me forcer à le faire et donc là où je me remets dedans. Tu prends le métro? Ouais, je prends les transports en commun. Donc ça met de très bonne humeur, de bon matin en général. Ouais, on se sait. Moi, je sais que je déteste maintenant le métro. J'essaye de prendre le vélo au maximum. Mais c'est ce qu'il faut faire. Hein. Parce en plus, que ça fait du bien et tout. Le vélo électrique. Hein. Oui, mais bon, quand même. Mais voilà. Ça prend l'air un peu. Tu prends l'air. Moi, franchement, j'adore parce que le métro, on en parle beaucoup, que ça joue sur la santé mentale des gens parce que c'est assez anxiogène, quoi. C'est très anxiogène et puis il y a beaucoup de monde très tôt et donc ça oblige en fait, même si c'est pas on sociabilise pas directement, mais bon, on doit attendre avant de monter. C'est des trucs tout bêtes, mais qui font que t'es déjà dans le monde. Et c'est pour ça que tout le monde a forcément une tête dégrise, parce qu'en fait, t'es pas réveillé. C'est ça, t'as pas envie d'être là. Pas envie. Et du coup, ça crée un truc où tout le monde est un peu de mauvaise humeur, C'est ça. parce que voilà, il est 7h du matin, t'as la lumière du métro en pleine gueule. Moi, j'ai déjà pensé à un truc par rapport à ça. Franchement, le matin, il faudrait qu'ils nous mettent des lumières tamisées, quoi. Ce serait bien. Et même tout le temps. Ne serait-ce tu que vois, ça. une petite musique, un petit truc, juste pas une lumière comme ça, quoi. C'est vrai qu'on est très stimulé du coup très tôt le matin. Ouais, de ouf. Et c'est bon, écouter des podcasts et regarder des vidéos, c'est stimulant aussi, mais bon, c'est pas la même chose. C'est ça. Donc voilà, et puis ensuite je vais au travail. Pour le coup, il n'y a vraiment pas du tout de journée type. Si tu veux, par exemple, hier, je suis partie plus tôt, j'étais à 8h, j'étais déjà au travail parce que je devais aller voir 2 jeunes qui étaient incarcérés dans un autre... Donc là, tu vas dans une maison d'arrêt? Donc là, j'étais dans une maison d'arrêt qui était à 2 heures de route de là où je travaille. Donc t'as fait comment? T'as pris RER? Non, j'ai pris la voiture, on a des voitures de service. Cheers. On va goûter. Ah, il est super bon. Ouais. J'ai mis lait d'avoine, là, t'aimes bien?
Très bon. Franchement, c'est pas mal. Bravo, madame. Il est très bon. J'en ai pas mis à mort, mais c'est pas mal. Non, mais c'est très bon. Et moi, je préfère froid. Enfin, ça dépend. J'ai un coffee shop que j'adore où je le prends tout le temps chaud, mais sinon, l'été et tout, je préfère froid. Ouais, l'été, je capte. Mais le matin, par exemple, tu t'en prends le matin? Pas tout le temps, parce qu'en fait, il faut éviter de le boire proche des repas. Ok. Et en vrai, c'est comme le café. Du coup, il faut éviter à jeun aussi. Voilà. Enfin, faut... En plus, je fais un truc en ce moment. J'essaie de plus boire de l'eau froide en me réveillant. Je bois de l'eau chaude. Chaude. Ouais, chaude. Ok. Voilà. Ça marche bien. Bah, je sais pas. En fait, c'est censé réveiller ton système digestif plus en douceur. Ok. Je teste des trucs. Hein. Et en ce moment, il y a une trend sur TikTok. C'est vraiment la Chinese routine. Ouais. Du coup, genre, il y en a, ils prennent de la soupe miso, tu sais, le matin. Mais juste l'eau chaude, quoi. C'est mieux. Ok. Et enfin, vu que c'est réputé que les Asiatiques, ils sont en meilleure santé, etc. Parce que, enfin, c'est chiant, on entend la machine des voisins. Ça va. Je pense qu'on n'entendra pas. Mais ouais, il y a tout ce truc de slow life, quoi. Enfin, il disait des noms en japonais, et en fait, c'est tous les trucs qu'ils font le matin. Ok. Genre, tu ouvres ta fenêtre, tu prends l'air frais, tu bois de l'eau chaude, machin, tu fais ta méditation, tu fais ton yoga. Putain, je viens de dire ma morning routine, on est bien loin là. Ok, tout l'inverse du coup, ça marche. Mais en fait, ça, c'est les papis japonais qui font ça, tu vois. Ouais, genre. mais ils ont raison, hein. Et en fait, c'était tout ce truc-là, et apparemment, ça permet de. Enfin, c'est vrai qu'ils sont associés à avoir une meilleure longévité parce qu'ils ont moins de stress le matin, ils font leur cohérence cardiaque, enfin tout ça, quoi. Et c'est vrai que sur les réseaux, moi, je vois énormément de conseils comme ça, et c'est trop intéressant, mais ça peut vite aussi devenir anxiogène parce que t'as envie de te conformer. C'est des injonctions, ouais. Voilà, c'est des injonctions, du coup. Mais en vrai, c'est OK. C'est OK. Dans tous les cas, ça, je savais que boire de l'eau froide qui sort du frigo au réveil, c'est pas le mieux. Mais bon, voilà. Du coup, j'avoue, j'essaye l'eau chaude, c'est pas mal. Et donc, le matcha, je disais. Pas tous les matins. Je peux le boire, mais genre, en vrai, le meilleur moment, c'est vers 10-11 heures. Ok. Genre, quand t'imagines, tu vas au taf, je sais pas, vers 8-9 heures, t'as pris ton petit-déj et tout. Et ça, tu le prends comme un boost après ton petit-déj, genre peut-être 30 minutes, 1 heure après ton petit-déj. Parce qu'aussi, ça bloque l'absorption du fer. Ok. Vu que c'est du tanin, enfin, c'est vraiment du thé vert très très concentré. Donc si t'en bois, enfin, il y a des gens qui ont fait de l'anémie, qui sont finis à l'hôpital et tout, parce qu'ils ont buvé 2 fois par jour, 3 fois même. Ah, c'est trop. Et voilà, et du coup, heureusement, on a commencé à le dire sur les réseaux. Attention, le matcha, c'est bien, mais faut doser. Donc, c'est bien de le boire en dehors des repas et pas forcément à jeun non plus, parce que ça reste... Il n'y a pas de la caféine à proprement parler, mais ça reste un stimulant et tout. Donc voilà, c'est comme tout, de toute façon, faut pas prendre tout en excès. Abuser, J'imagine, tu bois du café le matin, t'en bois pas 5 par jour. Non, mais je me force à me limiter. C'est marrant, j'ai eu la discussion hier, on accueille en ce moment une stagiaire psychologue dans le service, et justement qui m'a accompagnée dans le périple dans un autre département, là, à 2 heures de route. Et donc le midi, on mangeait ensemble et on parlait de ça. On parlait de café et tout, et en fait, je lui disais que moi, je m'impose d'en boire que un le matin. Et pareil... un l'après-midi? Même pas. Même pas, j'essaie de boire une boisson, enfin c'est pas bien non plus, mais une boisson zéro, un soda zéro le midi, pour me rebooster un tout petit peu, pareil pour l'après-midi. Et par contre, je m'oblige à me limiter à ça. Pour le café? Ouais, café, pareil, soda, une fois le midi, mais c'est tout. En fait, c'est parce que je me connais, et je sais que sinon, je vais pas doser. Donc du coup, je m'impose une petite rigueur, et du coup, le café, c'est un le matin, et j'en bois pas dans la journée, sauf vraiment quand... il faut absolument que je reste réveillée hyper longtemps, oui, mais du coup je l'utilise vraiment là pour sa vertu. Et tu dirais qu'en tant que psy, c'est plus facile de gérer ses addictions? Je suis pas sûre, hein. Souvent les cordonniers les plus mal chaussés. Je suis pas sûre. Ce qui est plus dur quand t'es psy, c'est que t'es dans une réflexion constante, et que parfois ça peut desservir, parce que tout le monde n'a pas envie de travailler sur soi, tout le monde n'a pas envie de comprendre pourquoi il réagit comme ça ou comme ça, et en fait de surjustifier les comportements des autres, ça peut te mettre parfois dans des situations un peu délicates. Parce que tu vas verbaliser aux gens de ton entourage. Ça peut arriver. On nous l'apprend pas, mais nous vite en fait on se rend compte qu'il vaut mieux garder la psy pour le travail et Léana pour la vraie vie, parce que sinon ça peut vite poser problème. Oui, donc à tes amis, tu vas pas lui dire non, là ce que tu fais c'est que tu te victimises et en fait non. tu l'analyses pas dans la vraie vie. Même quand on me demande des conseils, quand on parle entre copines par exemple, et que j'ai une copine qui va me parler de son mec ou un truc comme ça, je suis pas du tout dans une logique de
sur réflexion. Oui. Enfin, je suis vraiment une copine T'es qui n'est une- pas contente oui. parce qu'il l'a trompée et que voilà, ça s'arrête là. Oui, oui, et heureusement, enfin, en plus que tu arrives à sectoriser et que Oui. t'es pas genre tout le temps une psy ou... Et est-ce qu'il y a des gens de ton entourage qui te demandent des conseils, mais de psy? Pas de mon entourage proche, Ouais. parce que c'est des gens que j'ai depuis soit au tout début de Psycho, soit bien avant, donc en fait qui m'ont connue autrement. Mais c'est plus les gens que je rencontre. Et j'en suis venue à mentir. Ou par exemple, cet été, j'ai dit que j'étais comptable. J'avais 7 de moyenne en maths. Donc heureusement que personne ne m'a demandé de conseils en comptabilité. Les multiplications, s'il vous plaît. Ouais, vraiment, là, 5 x 7, là. j'aurais été hyper limitée. Mais ouais, parce qu'en fait, j'avais pas envie. Parce que déjà, quand t'es psychologue, on a beaucoup te dire « Ah, ben moi, ma mère, nanana ». Et en fait, non. Enfin, c'est pas comme ça que ça marche. Et en plus, quand on dit qu'on bosse dans le milieu judiciaire, ça engendre beaucoup de fantasmes, beaucoup de... Voilà. Et quand je suis en vacances, j'ai pas trop envie De penser à ça. parler de ça. Et normal. voilà. Logique. Du coup, ça a été ma technique. Je sais pas si je continuerai sur cette voie-là, mais... Je suis comptable. Maintenant, j'ai révélé mon secret, donc je vais changer de métier. Voilà. Mais Faut ouais, trouver autre chose là. Astronaute, tu vois, un truc. Ouais, faut innover. faut innover parce que sinon c'est... Et puis en fait, les gens, ils prennent du coup pour vérité ce que je vais dire, sauf que y a un cadre en fait dans une prise en charge psychothérapeutique. Par exemple, les gens que je connais, je serais pas une bonne psy parce que je les connais, donc je suis pas neutre. Donc ça marche pas. Quand on fait du mal à ma copine, je suis pas du tout dans une pose... Enfin, ça me fait de la peine qu'on lui fasse du mal et je suis à son côté. Oui, et oui, voilà. oui, logique. Donc Logique. ce serait en plus pas très efficace. Mais oui, ça arrive, ou dans les dîners de famille, ou dans les trucs comme ça arrive souvent, ouais, qu'on demande. Et du coup, toi, tu es exclusivement dans ce milieu carcéral-là. Est-ce qu'il y a une différence? Enfin, j'imagine, oui, il y a plein de différences par rapport aux autres psys. Est-ce que tu as des anecdotes à nous partager ou qui nous permettraient de comprendre un peu mieux l'univers dans lequel tu évolues? J'ai un jeune, pourtant il fait longtemps que je l'avais, lui, il était du coup incarcéré pour des faits de tentative d'assassinat. En fait, c'est un gros fléau qu'on a chez les jeunes. Par contre, c'est les rixes, donc les bagarres entre quartiers. Ouais, c'est ce dont on parlait tout à Ça, l'heure. c'est vraiment pour le coup un vrai fléau. Et en fait, souvent, ils se rendent pas compte de jusqu'où ça peut aller. Mais à un moment, quand la personne elle est plongée dans le coma, décédée ou ou elle est potentiellement décédée, pleine de sang par terre. voilà, c'est que du coup, on n'est pas du tout sur une bagarre là. On est sur un truc bien au-dessus. Donc, il était incarcéré pour ça. Et en fait, la personne, lui, il était venu avec un marteau pendant cette bagarre. Et donc, je lui faisais comprendre que c'est quand même particulier de sortir de chez soi avec un marteau dans son sac. Enfin, tout le monde ne le fait pas, ou des choses comme ça. Et il me dit, mais c'est pas ma faute, c'est la victime qui a été faible. Elle est tombée dans les pommes juste après que je lui ai mis un coup de marteau. Je dis, mais tu peux pas dire ça. C'est pas la victime qui est faible. Le corps humain, il est pas fait pour supporter les coups de marteau. C'est pas possible. Tu peux dire, oui, moi je sors sans doudoune, je vais avoir un rhume. Oui, là, tu peux dire que mon corps est faible. Tu peux pas dire que la personne qui n'a pas supporté un coup de marteau, elle est faible, c'est pas possible. Mais lui, dans sa réalité à lui, c'est la vérité. Et ça, tu comprends d'où ça vient? Pourquoi on parlait des réseaux sociaux tout à l'heure, des jeux vidéo, est-ce que c'est une banalisation de la violence qui est beaucoup plus générale. Où en fait, et ça, comment on y arrive justement en ce moment, on est clairement dans cette banalisation de la violence-là. Est-ce que c'est qu'on médiatise trop et que du coup, on simplifie? Je pense pas que ça ait un lien direct comme ça, c'est plus des mentalités de œil pour œil, dent pour dent. En fait, la loi du talion, elle fonctionne vraiment dans certains endroits. Et en fait, eux, quand ils y vont, j'étais en boucle moi sur cette question-là quand j'ai débuté mais tu te rends compte que tu aurais pu mourir en y allant. Enfin, vous vous donnez rendez-vous pour vous battre. Moi, je trouve ça fou, cette logique-là. Et il dit oui, je sais, mais c'est le jeu en fait, c'est comme ça. Oui, j'aurais pu mourir, là c'est lui, mais ça aurait pu être moi. Et eux... C'est le jeu. Ouais, c'est le jeu, c'est comme ça. Et eux, ils ont pas... souvent, l'empathie va pas vers la victime. Les juges nous demandent souvent de travailler la question de l'empathie et tout. Souvent, c'est pas vers la victime, mais c'est beaucoup vers les mères des victimes que j'entends ça. Alors, j'ai de la peine pour sa mère parce qu'elle a perdu son fils, mais j'ai pas de peine pour lui. Ouais, parce que lui, c'est mon égal, on est rival, mais sa mère... et ça aurait pu être moi. J'ai de l'empathie pour sa mère parce que c'est comme ma mère, quoi, en gros. C'est ça. Un truc de... Ouais. Mais dans les anecdotes un peu plus drôles... si ça peut être drôle. J'ai un jeune pareil qui avait été incarcéré pour des faits de vol-violence, escroquerie-violence, je crois, où en fait il avait acheté un téléphone volé ou je sais plus quoi, un faux téléphone, je crois, il l'avait revendu sur le Bon Coin, le truc classique. Le monsieur était venu récupérer son dû. En fait, en ouvrant la boîte, il s'est rendu compte que c'était un faux téléphone, parce que le jeune avait déjà pris l'argent, donc il l'a rattrapé, ils ont commencé à se battre, et le jeune, en fait, a gagné, entre gros guillemets, l'a laissé par terre et est parti en courant.
Sauf qu'en fait, en partant en courant, il a laissé tomber son carnet de correspondance avec son nom, son prénom, son adresse, son numéro de téléphone, Ah le numéro de sa mère. ouais. Ça a été l'enquête la plus rapide, je pense, des forces de l'ordre ce jour-là. Et quand il te le raconte, tu te dis, mais vraiment quoi ? Vraiment, c'est ça qui se passe. Et donc, il s'est fait remonter. Et il est pas resté très très longtemps en prison, mais quand même, ça l'a emmené en détention. Parce que, ouais, du coup, il a pas pris de sursis, il a pris du ferme. Il a pris du ferme, ouais. Ok. En fait, il était en attente de jugement. Il est resté 2 mois avant d'être jugé Ah, d'accord. en Ok. détention, ouais. Donc, il a fait 2 mois de détention C'est ça. provisoire. Et après, Il est sorti. ah, il est passé en audience. Donc, il a pas pris de ferme dans la décision. Alors, non. Enfin, il a pris moins d'1 an. Du coup, c'était aménagé. Il a pris, je crois, du sursis. Mais bon, c'est pas un jeune... Et du coup, il soustrait les années les moments de détention provisoire. Ouais, il les compte. Enfin, quand, admettons, il avait dit il avait eu 1 an et demi. Ouais. Du coup, ce serait 1 an et demi moins 2 mois Moins parce 2, qu'il ouais. les a déjà fait. Ok. Donc, on refait pas une peine, en gros, qu'on a déjà faite. Et c'est pour ça que parfois, c'est très difficile à entendre pour eux, beaucoup plus les jeunes que les majeurs, parce qu'ils le comprennent plus. Mais parfois, il vaut mieux, entre gros guillemets, faire une grosse partie de son mandat de dépôt en prison avant d'être jugé. Parce que du coup... C'est aménageable. Et puis, c'est du temps, pas gagné parce qu'ils l'ont fait, mais c'est du temps gagné pour la suite. Parce que, je pense à un jeune là qui est incarcéré justement pour tentative d'assassinat, qui va prendre au minimum entre 7 et 10 ans. Je vois pas un monde où il prend moins que ça. Là, du coup, ça fait 1 an et demi qu'il y est. Ce sera 1 an et demi de moins au moment où les 7 ans seront prononcés. Donc, c'est dur et ça s'entend et c'est normal. Mais c'est pas plus mal presque que ça soit fait maintenant parce que pour après, on sait pas... Et surtout, j'imagine qu'il a pas le droit d'être dans la nature pour tentative d'assassinat. Enfin, il est obligé d'être en détention. Là, les faits, en plus, sont d'une particulière gravité. Enfin, c'est un fait que je n'avais jamais eu auparavant, donc c'est très grave. Donc forcément, ça pose une question. Mais t'avais jamais eu de tentative danger. d'assassinat ? Si, mais pas de cette manière-là. Ok. Là, on est sur l'utilisation, en gros, d'une arme de guerre. D'accord. Dans un contexte de ville, en fait. Donc, une dissonance. Mais c'était pour quelqu'un qui connaissait ? C'était dans le cadre d'un trafic de stupes. Ouais. D'une vengeance dans le cadre d'un trafic de stupes. Ça, justement, on en parle beaucoup plus des RICS, des règlements de compte à cause des stupéfiants. Ouais. Et ça crée vraiment des guerres de gangs. On l'a vu dans plein de villes en France, on en parle énormément. Il y a beaucoup de reportages sur ça. Ça doit être hyper compliqué à gérer aussi quand tu les reçois parce qu'ils sont complètement en dehors de la réalité de la nôtre, quoi. Et puis ils sont aussi dans une logique de survie où par exemple ce jeune-là en question, c'est parce qu'il avait perdu, on lui avait volé, enfin je sais plus, il y avait une histoire, la marchandise qu'il devait vendre et en gros les gérants du réseau qui ne sont généralement pas les mineurs évidemment, lui ont dit en fait c'est soit tu fais ce qu'on te dit, soit en gros on va venir attraper chez toi, ta mère, tes sœurs. Donc en fait il est dans un truc de j'avais pas le choix. En fait à partir du moment où tu mets un pied là-dedans c'est fini. C'est ça. T'es dans un engrenage quoi. Donc c'est comment protéger ces jeunes-là pour pas qu'ils tombent dans ces engrenages-là, comment mieux... Et du coup ça m'amène à la question aussi de la réinsertion et de ton rôle pour les qui ressortent de prison et qui récidivent pas. Et qu'ils soient dans un cadre beaucoup plus serein. Quel est ton rôle, toi ? Est-ce qu'une fois qu'ils sortent de prison, l'accompagnement il est terminé ? Non, nous on continue. C'est ça qui est chouette, c'est qu'on les voit pas que sur le temps de la détention et ça je trouve ça vraiment génial. Et là, la prise en charge financière, elle est comment du coup ? C'est au niveau de l'État. Même quand ils sortent de prison ? Oui. Tant qu'ils rentrent dans l'âge qui est celui de la justice des mineurs, donc 13-21, et que le juge, parce que c'est sur ordonnance du juge, donc tant que le juge continue à demander la prise en charge de ce jeune-là, c'est financé. Et ça peut être 5 ans de prise en charge ? Tant qu'il ne dépasse pas 21. Par contre, le jour des 21 ans... là, tu payes. Là, on ne peut plus te suivre. Et on doit réorienter. Ah ouais, et donc du coup, il doit changer de psy, du coup. Même s'il a été avec toi pendant 3 ans, quoi. C'est ça. Sauf si le psychologue en question a d'autres structures dans lesquelles il intervient. Je pense par exemple à une dame que je connais qui travaille et en intra-carcéral et en unité de, je sais plus comment ils appellent ça, consultation de suite, je sais plus, dans un hôpital. Et donc en fait, les patients qu'elle a suivis dans l'hôpital, elle les récupère ensuite dans ses consultations. D'accord, mais c'est une personne, c'est anecdotique, quoi. C'est ça. Elle a mis en place ce cheminement-là, mais c'est Elle a fait en sorte d'être embauchée dans les 2 endroits pour pouvoir assurer. Et puis, c'est top. Elle est super et c'est génial qu'elle ait réussi à faire ça. Mais dans la réalité, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Pareil, si c'était en libéral, le psychologue, même s'il travaille en institution, faut bien qu'après, en libéral, il puisse être payé. Donc, si le jeune n'a pas les moyens de payer, donc ça pose plein de questions. Nous, on a un petit carnet d'adresses. Moi, j'avoue que j'ai des gens à qui je les oriente en général. Oui. Mais même pour nous, c'est pas un moment facile quand on les a suivis très longtemps.
De les lâcher dans la nature comme Bah ouais, ça. ouais, et puis c'est aussi un peu, c'est aussi un peu pour nous rassurer, nous. En tout cas, moi, c'est pour me rassurer, moi. Je sais chez qui ils vont. Oui, Ça me rassure de me dire, même si je demande pas forcément de leurs nouvelles ou quoi, mais je tu sais sais que... qu'ils vont être entre de bonnes Ouais, mains et tout. ouais. Logique. Mais c'est pas facile. Et puis, il y en a beaucoup qui veulent plus voir de psychologue Oui. après. Et ça, c'est extrêmement compliqué. Ouais. Parce que ça a matché avec une personne à un moment, dans une situation. Et par exemple, le jeune dont je te parlais là, qui est incarcéré pour tentative d'assassinat, qui va prendre des années, je pense que je serai plus là au moment où il sera jugé, etc. Moi, il m'a dit, quand tu t'en vas, je ne veux plus voir de psychologue. Je ne viendrai même pas au parloir. Ça fait presque garder votre énergie, je viens pas. Alors que, il en a extrêmement besoin, c'est même pas une question. Ok. Et justement, pour parler de ce jeune-là, toi, tu as décelé des raisons de cette tentative-là, des circonstances atténuantes psychologiques? Donc il y a la raison objective et dans la réalité, sa réalité à lui qui est j'avais pas le choix parce que sinon ils s'en prendraient à ma mère et à mes sœurs et ça c'est pas possible. Il y a celle-là. Et en fait, au fur et à mesure de l'échange, je me suis rendu compte qu'il avait des traits de psychopathie très importants. Sachant que tant qu'ils sont mineurs, on ne peut pas prononcer la psychopathie en tant que telle parce Ok. que c'est trop jeune et que le cerveau il est encore en construction, etc. Mais bon, très rapidement, je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui n'allait pas, notamment sur la question des émotions, où en fait, au début, j'avais l'impression qu'il voulait juste pas m'en parler de ses émotions. Et en fait, à un moment, je me suis rendu compte qu'il n'y en avait pas. Enfin, il n'y avait pas comme nous, on attendrait de la tristesse ou de l'empathie. Il y avait vraiment pas. C'était pas une volonté de me le cacher, il n'y avait pas. Et donc, ce qui est bien, c'est qu'on s'en est rendu compte plutôt vite et donc on a pu adapter un peu notre prise en charge. Arrêter, par exemple, de non-stop essayer de lui faire ressentir un truc vis-à-vis des victimes, ça n'arrivera pas comme ça. Ok. Il faut être dans le rationnel et dans concrètement quelles sont les conséquences pour ces victimes de ce que tu as commis. Voilà, pas juste dire mais les pauvres, ça marche pas. Parce qu'il ne pense pas ça, lui. Et Ok. en audience, il l'a dit en plus. Il a dit, pour renouveler son mandat de dépôt, il a dit mais vous arrêtez pas de me parler des victimes, les pauvres, les pauvres, les pauvres, mais en attendant, les victimes, elles sont dehors, moi je suis en prison, je me douche une fois tous les 2 jours. Parce que dans sa réalité à lui, c'est presque pire. Alors que dans notre réalité à nous, une victime qui a été complètement défigurée, qui n'a pas pu parler pendant des mois, la victime avait un enfant en bas âge, l'enfant ne reconnaissait plus son père. Enfin, c'est horrible quand même de se dire ça. Le père, il voulait lire des histoires à son enfant, l'enfant, il pleurait parce qu'il ne savait pas qui c'était. Enfin, on était à ce niveau-là de Toi, tu as d'horreur. connaissance des victimes, de l'état des victimes aussi? Dans les dossiers, on a accès. Ok. Et puis là, en plus, elle voulait, la juge, qui du coup n'avait pas conscience du profil du jeune en question, a voulu en fait susciter une émotion chez lui en racontant... Ah, elle savait pas elle avait pas eu encore Pas à ce moment-là. écho de tout ce que toi t'avais appris? Pas à ce moment-là. En Ok. fait, c'est une juge qui est là juste pour dire s'il reste ou pas en détention. C'est pas sa juge d'instruction de D'accord, toute ok. l'affaire. Ok. Donc en fait, moi, j'étais pas conviée à cette première audience. C'est ma collègue qui m'a raconté qu'en fait, elle a lu les dépositions des victimes en touchant son visage pour provoquer une émotion. Et en fait, lui, il regardait ses pieds, il regardait dehors. Enfin, toute la salle était la procureure, elle avait les larmes aux yeux. Son père, il a demandé à sortir. Enfin, c'était horrible pour tout le monde. Ouais. Et lui, il regardait dehors. Mm. Parce que voilà. Et comment on juge ces personnes-là parce que souvent, de reconnaître les faits, ça permet de diminuer la peine, d'exprimer des regrets. Ouais. Et quand on est un cas avéré avec des traits de psychopathie, comment on fait pour les juger proprement parler, quoi? Il y a 2 choses. Déjà là, ce qui nous aide un peu, entre guillemets, c'est que du coup, moi, dans mon rapport, j'ai dit « Oula, attention, il y a l'air quand même d'avoir des traits de psychopathie ». Et en fait, quelques jours plus tard, est tombé le rapport de l'experte psychologue qui a dit la même chose. Donc déjà... Vous êtes 2? Alors, il y a une experte. Moi, je fais son suivi, en fait. D'accord, ok. Donc, je suis sur le long terme. Elle le voit. Elle l'a vu plusieurs fois, mais pour produire une expertise, en gros, elle a une série de questions et elle doit y répondre en allant le voir. Voilà. Mais du coup, elle ne le connaît pas, en fait. Et donc, de voir que et la psychologue du long terme et celle qui ne le connaît pas ont toutes les deux été dans cette lignée-là, ça donne quand même un éclairage aux magistrats, etc. Ça rassure pas du tout, mais ça donne un éclairage. Et en fait, là, je sais même pas comment dire ça, mais le profil de ce jeune, certes, donc il y a de la psychopathie, etc., mais il est quand même intelligent. Donc, honnêtement, de l'impression que j'en ai, je pense pas qu'il récidivera. Je pense pas parce qu'il a compris que c'était grave. C'est tellement difficile de se prononcer sur ça. On se prononce pas. Ouais. Nous. On se prononce jamais, c'est juste là, moi je te le dis, tu vois, Ouais. de mon ressenti personnel. Je le noterai jamais dans un rapport parce que j'en sais rien et que... Tu vas prendre de risques ou de engager ta responsabilité. Mais pas tant dans un truc de il a compris que c'était pas bien et que ça avait fait du mal et il faut arrêter, mais dans un truc de il a vu ce que ça lui faisait à lui s'il commettait et il se remettra pas. Parce que la psychopathie, nous on a l'impression que justement c'est les tueurs en série et tout, mais en vrai des psychopathes, je crois que c'est 10% de la société, un truc comme ça. Il y a
type de profession où il y a beaucoup de personnes psychopathes. C'est quoi? Politiques, les hommes politiques par exemple, il y en a Ok. énormément. Apparemment les chirurgiens, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, il y a beaucoup de psychopathes. Parce Bon. qu'il ne faut pas trop avoir d'empathie dans ces Bah, moments-là. je sais pas, autant les hommes politiques, je voyais plus le lien, autant les chirurgiens, bon. Ok. Mais donc c'est une étude qui est sortie là il n'y a pas très longtemps. Et est-ce qu'on donc j'imagine, on n'est pas nécessairement un criminel quand on a des traits de C'est rare, psychopathie. même. C'est Parce rare. que en fait, ils sont très intelligents. Donc, ils vont pas avoir de mal à utiliser, entre guillemets, l'autre pour arriver à leur fin, etc. Mais passer à l'acte, c'est un peu comme on disait le schizophrène, passer à l'acte, c'est autre chose. Et est-ce qu'ils ont conscience qu'ils sont psychopathes? Non, On n'a pas conscience de je ça. pense pas. Ok. Je pense pas. Et là, d'ailleurs, le jeune l'a très mal pris quand il a lu l'expertise. Ah, ce qu'il lit? Ouais, ils sont tous il lit les conclusions. Il n'a Ok. pas accès à toute l'expertise. Ouais, Son ok. avocat, par contre, il a accès. Donc, s'il veut, l'avocat peut lui dire. D'accord, ok. Il a accès aux conclusions. Il a mal pris? Bah oui, parce qu'il m'a dit, mais elle est complètement folle, elle me connaît pas, elle a rien compris. Oui, bon, on va nuancer un peu. Et par contre, je lui ai dit, mais tu sais que j'ai écrit la même chose, moi, dans mon rapport. Que tu avais des traits, enfin, que j'avais l'impression, en tout cas, que je pouvais suspecter des traits psychopathiques et tout. Il me dit, non, mais toi, c'est pas pareil parce que tu me connais. Enfin, presque, t'as le droit de le dire parce que tu me connais. Je suis quand même pas d'accord, mais t'as le droit de le dire. Ouais, Alors- il t'aime vraiment bien. C'est chouette de réussir à créer un lien quand même de confiance comme ça. C'est fou de réussir. Enfin, est-ce que tu penses que c'est lié à ton âge aussi? Ou ta personnalité? Je pense que c'est de la personnalité et de la consistance aussi. Le fait de voir que malgré le fait que... Oui, que tu les juges pas. Ouais, et puis que même si parfois tu viens et que au bout de 10 minutes t'en avais marre et tu repartais, bah, ça m'empêchait pas de revenir 2 semaines après et que machin, ils ont quand Bah, même... c'est une forme de régularité qu'ils ouais. ont peut-être manqué aussi. Enfin, Puis on est en lien avec leur famille. Enfin, il y a plein de choses aussi qui Ouais, ok. rentrent en ligne de compte. Après, c'est du coup, il y a les deux... un lien de confiance, quoi. Mais du coup, il y a les deux sens. C'est qu'à l'inverse, un jeune, lui, il l'a pas réagi comme ça, mais un autre jeune avec qui on crée entre guillemets un lien de confiance et en audience, on va pouvoir dire des choses qui vont le percuter, ça peut parfois être encore pire parce que c'est nous qui l'avons dit. Donc il y a les deux penchants. C'est pour ça que moi, en général, dans la mesure du possible, avant leurs audiences, je leur lis les rapports que je vais envoyer au juge. Pour pas qu'ils le découvrent Oui. sur le moment. Ok. Je dis pas que je le modifie quand ils sont pas d'accord. Parce que la plupart du temps, ça se passe bien avec eux. Enfin, la plupart du temps, tu crées un lien vraiment fort. En général, ouais. Les mineurs, beaucoup. Majeurs, c'est un peu différent, je les vois moins longtemps, enfin, ça change un peu. Et toi, tu t'attaches? Ouais. C'est pas... Alors là, toutes les psys, elles vont me tomber dessus, mais honnêtement, oui. Oui, mais ça m'empêche pas. C'est humain aussi, quoi. Ça m'empêche pas de garder en tête les faits qu'ils ont Bien commis. sûr. Enfin, j'ai vu une scène qui m'avait choquée la dernière fois d'une autre unité que la nôtre, où en fait l'éducatrice rentrait dans l'audience avec son jeune, qui était poursuivi pour des faits atroces, c'était viol ou je sais plus quoi, et elle lui faisait un massage en disant bah t'inquiète, ça va aller. Bah non, quand même. Enfin, c'est la victime là qu'il faut rassurer, c'est pas l'auteur. On se calme. Ouais. Mais oui, leur personnalité devient attachante. Cet été, je suis partie en séjour éducatif avec d'autres, avec des collègues et 6 jeunes. Enfin, Ça, raconte-nous, du coup, ça consiste en quoi? Parce que c'est des patients que tu as... Enfin, on peut appeler ça des patients, Ouais. du coup, que tu as découvert, du coup, en prison et que tu as pu accompagner en séjour éducatif en dehors de la prison. c'est ça. Ils étaient pas là, eux, c'était pas des jeunes incarcérés. D'accord. C'était des jeunes qui étaient soit sortis, soit qui n'avaient pas été en Ok. prison, mais en tout cas qui avaient commis un délit ou un crime. Et en fait, ils étaient 6, nous on était 3 adultes et on les a emmenés 4 jours dans le sud de la France pour faire un séjour éducatif, ça s'appelle comme ça. Donc il y a eu plusieurs combats. Déjà au début, au niveau des directions territoriales, maintenant ils adhèrent au concept de suivi, de séjour, justement par rapport à la réinsertion, tout ça, donc ça va. Mais au début, il y a eu la question de qu'est-ce qu'une psychologue fait là, parce qu'on n'imagine pas du tout sa psy, enfin juste si on se Il projette. y avait 2 qui minutes, d'autre dans le... 2 éducatrices. D'accord. Et moi, du coup. Ok. Et 6 jeunes. Et vous avez fait quoi? On a fait du canyoning, on a fait de l'équitation, on a fait du camping, on a fait... qu'est-ce qu'on a fait d'autre? C'est particulier, du coup? C'est pas une colonie de vacances comme les autres, Non, quoi? c'est pas une colonie de vacances comme les autres. Et ça a beaucoup fait parler parce que, oh là là, on emmène des délinquants en vacances. C'est beaucoup ça qu'on a entendu. Et avec quel argent? Voilà, Toi, nos impôts, ils servent à envoyer les délinquants en Toi, vacances. tu réponds quoi à ça, à ces critiques-là? Je réponds que notre objectif à tous, c'est de favoriser la réinsertion de ces personnes. Enfin, on a tous le même objectif. Souvent, les gens nous disent « Mais vous ne devez pas avoir d'empathie pour les victimes pour travailler avec les auteurs. » C'est justement parce qu'on a de l'empathie envers les victimes qu'on travaille avec les auteurs. Ouais. Et en fait, développer des habilités sociales. En fait, c'est des choses qui nous paraissent toutes bêtes, mais développer des habilités sociales, apprendre à vivre en groupe. Là, on était dans un camping où il y avait d'autres familles. Donc, ça pose question aussi de comment on se tient. Et en fait, ça s'est hyper bien passé. Ce séjour, vraiment, c'était une bouffée d'air, mais pour eux comme pour nous, parce qu'on les voit que dans des contextes très judiciaires. Et en fait, on en a un qui s'est inscrit grâce à son lieu de placement dans une asso pour faire de l'équitation. Et en fait, depuis, il n'y a plus du tout eu de passage à l'acte de violence.
Donc je dis pas que ça marche à chaque fois. Oui, mais la En médiation attendant, animale, ça a été prouvé. bah, en tout cas, là, lui, ça lui a permis de se recentrer, de s'apaiser. Et il avait jamais fait de cheval avant le séjour, en fait. Il a découvert. Au début, il avait hyper peur, c'était rigolo. Et au final, il s'est lancé. Et est-ce que c'est des personnes, toi tu les connais, mais est-ce que quelqu'un d'extérieur peut déceler des comportements? Est-ce que je veux dire, c'est reconnaissable ou ils sont comme toi et moi? Franchement, ils sont comme nous. Ok, Ils sont comme nous. Ils sont comme... pas forcément comme nous, mais ils sont comme des ados. ok. Ils arrivent au service en retard, avec leur casquette. Mais en même temps, c'est rigolo parce qu'ils ont une forme de respect vis-à-vis de nous qui est assez impressionnante. On peut aller partout. Nous, on fait des visites à domicile, ça arrive. Plusieurs fois, on me dit, mais t'as pas peur d'aller dans tel quartier, tel endroit et tout. Mais en fait, dès que je dis, bah, je suis la psy de tel endroit, aucun problème. En fait, on est reconnu partout où on bosse. Donc, il n'y a pas de... Voilà, c'est vraiment des ados. Faut leur rappeler leur rendez-vous. Parfois, ils se lèvent pas le matin. Enfin, c'est vraiment des ados qui, à un moment donné de leur parcours, ont commis des actes répréhensibles par la justice et ils vont être punis pour ça. Mais ce que je veux dire, pour revenir à la question par rapport au séjour, c'est qu'à un moment donné, ça reste des enfants, ça reste des ados. Et si on ne les aide pas à s'insérer correctement, ça va juste devenir des prisonniers toute leur vie. Et des adultes potentiellement Problématiques. criminels et problématiques. Voilà. Donc du coup, ce séjour-là, ça a permis, et même pour nous, de développer des... Enfin, par exemple, il y avait un jeune, ça faisait 6 mois que j'étais sur le suivi. Il y avait la question du père qui était... Mais il fallait à un moment donné qu'on en parle, et il ne voulait pas, mais ça passait pas. Et un jour, donc son père qui avait fait beaucoup de violences conjugales, etc. Donc, et puis lui, il a pas des faits de violence sur des femmes. Bref, il y avait quand même un lien assez évident. Et en fait, un jour, on était posés, on était en train d'éplucher des carottes sur la table du camping, enfin, un truc qui n'a pas de sens. Et il me dit, tu sais, on parlait du futur. Et je lui disais, bah, tu sais ce que tu veux faire plus tard et tout. Et il me disait, bah, en tout cas, tout ce que je sais, c'est que moi, je voudrais pas ressembler à mon père. Ah bon? Pourquoi? Et en fait, pendant 1 heure, en épluchant nos carottes, on a fait une avancée que j'ai pas eue en 6 mois de prise en charge. Et je me suis dit, peut-être que ça serait arrivé. C'est énorme, parce que c'est lié au cadre aussi, oui. qui lui a permis de se livrer. Et puis au fait que même si en psychanalyse, on nous dit beaucoup que le psychologue, en gros, il doit pas exister en dehors de ses séances pour son patient et tout. C'est pas des patients comme les autres non plus. Et puis on fait pas de la psychanalyse, on fait vraiment de l'accompagnement. Et il me l'a dit, et c'est ce même jeune qui fait de l'équitation du coup, et qui m'avait dit la veille, Madame, je savais pas qu'on pouvait faire du cheval avec sa psychologue, en fait c'est trop bien d'avoir un psychologue. Et bon, c'est pas tout à fait ça mon taf, mais oui, c'est pas faux. Oui, disons que tu outrepasses le rôle classique d'un psychologue, c'est plus que ça. C'est un accompagnement, enfin ça c'est lié au cadre de ton métier aussi qui veut ça. Tu peux pas juste être une psy derrière ton cabinet et merci, au revoir, à la semaine prochaine. Tu peux pas faire ça. Je trouverais ça pas efficace. Et puis ça me ressemble pas. C'est vraiment pas ma personnalité. J'ai pris autant de plaisir qu'eux à faire du cheval. Et même pendant le canyoning, moi je suis pas très... J'ai le vertige et tout, donc j'ai pas passé un hyper bon moment. Et c'était eux qui m'encourageaient. Enfin, quand on voit ça de l'extérieur, on se dit mais ça a pas de sens. Normalement, c'est dans l'autre sens que ça se passe. Oui. Et en fait... Ouais, tu peux apprendre des deux aussi, quoi. Mais ouais, et je trouve que c'est chouette. Et même eux, ça leur remet un peu d'humanité, ça leur montre qu'ils peuvent être différents. Il y a quelques années maintenant, il y a eu une rixe qui a eu lieu dans un quartier. En gros, donc j'ai une collègue qui sortait avec 3-4 jeunes pour faire, je sais plus quoi, une sortie ou aller à la poste, enfin, je sais plus ce qu'elle faisait. Elle sortait et en fait, il y a des jeunes d'un autre quartier qui ont vu la petite équipe avancer, donc qui sont venus pour les frapper. Et en fait, avant de taper, ils ont pris le temps de pousser ma collègue, mais vraiment comme ça. Ils l'ont mise de côté, genre toi, on veut pas te toucher, te taper. Et ensuite, ils se sont battus entre eux. Et elle a voulu aller pour séparer. Et en fait, ils l'ont volontairement mise à l'écart dans un truc de respect et de, en fait, vous êtes pas dans ça, quoi. C'est fou. Pas dans ça. Ouais. Ok. Donc voilà. C'est aussi ça notre réalité et c'est aussi pour ça qu'on s'attache à eux, ça ne nous empêche pas de travailler. Et aussi le fait qu'on soit là sur tout le long, ça permet de rentrer, je pense à un autre jeune où la dernière fois en entretien, en fait, j'ai mis les 2 pieds dans le plat et je lui ai dit maintenant, il va falloir qu'on parle de ça parce que c'est pas possible. Et j'ai vu son regard changer et je me suis dit, oula, peut-être que je me suis un peu emballée. Et en fait, 3 secondes après, il m'a dit, bon, bah, ok, qu'est-ce que tu veux savoir? Et j'y suis allée franco. Ok. Parce qu'on les connaît en fait à force. Oui, du coup tu sais tu sais par où les prendre. Oui. Ok. Et puis eux aussi du coup. C'est ça qui est marrant, c'est qu'ils savent tout en fait. Ok. Ils nous connaissent, ils connaissent nos personnalités. Ils ont plus honte. Moi, c'est une grande victoire que j'ai, c'est que maintenant ils osent, pas tous, il y en a qui disent encore c'est mon éducatrice, mais il y en a qui osent dire je vais chez ma psy. Et je trouve que ça, c'est quand même, quand on a 14-15 ans, c'est quand même hyper courageux de dire à ses potes je vous laisse, je vais chez ma psy. Je trouve ça fou. Mais ça va aussi dans tout ce qu'on a démocratisé la santé mentale et que c'est plus un tabou en fait d'aller chez le psy et que c'est même bien.
Ouais, et que ça veut pas dire que je suis Mmh. fou et voilà donc ouais, non, ils sont chouettes au final. Et du coup, on parle beaucoup de jeunes garçons, de jeunes hommes, Oui. et ça a aussi un lien avec le fait que la violence est souvent caractérisée par les jeunes garçons, par rapport à l'éducation, la société. Enfin, comment on peut faire, du coup, pour essayer de justement et de mieux éduquer les petits garçons dans une société qui forcément veut qu'ils soient forts, Pas pleurer. violents, et comment on fait, en fait, pour limiter cette violence-là qui se retrouve dans les prisons, dans les tribunaux? J'ai pas de baguette magique malheureusement. Après sinon j'aurais plus de travail, mais j'ai pas de baguette magique donc je peux pas, j'ai pas la solution. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que déjà les jeunes qui sont insérés, qui vont à l'école et qui ont soit un sport ou un truc, commettent moins de délits de crimes que ceux qui sont en décrochage. Déjà, c'est une première réalité. La scolarité tend vers l'insertion en fait au final. Donc voilà, et le fait aussi, c'est beaucoup les fréquentations, mais ça malheureusement, on a beau être le meilleur parent du monde, on n'a pas toujours la conscience avec qui ses enfants restent, etc. Donc je dirais faire en sorte que, sans créer du conflit, mais faire en sorte de les garder vraiment insérés, en fait, c'est tout bête, mais de les garder insérés le plus longtemps possible, ça Mmh. évite les déviances et ça évite voilà, le fait que, ouais, vraiment qu'ils fassent un sport. On se rend compte que souvent, quand ils commencent à passer à l'acte, ils viennent tout juste d'arrêter un des sports qu'ils faisaient. Enfin, il y a quand même un lien étroit entre l'insertion, le milieu social aussi. Parce que au foot, je peux rencontrer Mmh. des gens d'autres villes. Enfin voilà, je suis pas que dans mon petit Mmh. microcosme. Et c'est un peu ça le risque. C'est de rester que dans son petit Mmh. microcosme et du coup d'être engrainé. Est-ce que, du coup, il y a une personnalité, une affaire qui t'a plus marqué que les autres? Il y a un jeune que j'avais suivi quand j'étais en stage, qui était du coup incarcéré. Et en fait, c'est le jeune que j'avais pris pour mon mémoire. Donc j'avais fait une soutenance de mémoire et tout, et je m'étais dit, c'est quand même hyper chargé en sens. Parce que je parlais de lui, je racontais du coup sa vie. Il était anonymisé évidemment, mais enfin voilà, c'était un jeune qui était là pour des faits de viol en réunion. Et en fait, il parlait très peu au début. Enfin, franchement, c'était cardio. Les entretiens, ils duraient 20 minutes. Oui, non, je sais pas. C'était compliqué. Mmh. Et en fait, un jour, je sais pas ce qui s'est passé, il y a un truc qui s'est débloqué et il a parlé pendant 2 heures. Et donc là, j'ai appris qu'en fait, il avait été aussi victime dans son enfance, etc. Enfin, il y a plein. On a vraiment déroulé et tout. Et au final, donc il est passé chez les majeurs, il était mineur quand je l'ai rencontré. Moi, mon stage s'est terminé. Il m'avait dit, ah, tu m'abandonnes, tu t'en vas, machin. Et je t'ai toujours dit que c'était un stage, que ça a une fin et tout. Et en fait, quand j'ai été du coup diplômée plus tard, on était toujours à la même prison et moi j'avais d'autres jeunes dans cette prison-là, donc je suis passée le voir. Ça faisait 2 ans du coup que je l'avais pas vu. Donc déjà, il y a eu ce moment de. Enfin, moi je m'étais dit, ça se trouve, il va pas me reconnaître et tout, et au final, il m'a reconnue. Et je lui ai dit qu'il avait fait partie des jeunes que j'avais choisis pour parler dans mon mémoire et tout. Il m'avait dit, ah oui, donc t'es là, tu viens, tu me dis t'es psychologue, mais en fait c'est grâce à moi que t'es psychologue. Un peu, on va pas se mentir. OK. Et en fait, il m'a écrit une lettre plus tard. Donc c'est le dernier contact que j'ai eu avec lui sur mon lieu de travail. Il savait où je travaille. Et en me disant qu'il avait eu une peine qui allait jusqu'en juillet 2029. Donc OK. c'est très loin en fait. Moi, j'ai fait mon stage en 2022. OK. Donc ça commence à dater quand même. Et je me suis vraiment rendu compte à quel point lui, sa vie, elle a été mise sur pause pendant une période. Et je ne dis pas qu'il ne les mérite pas. Parce que là, il y a quand même des victimes. Et enfin, c'est pas du tout mon propos. Mais c'est vraiment de me dire j'ai été là à une étape de sa vie, il s'en souvient, et quand j'ai été le voir justement en détention, il m'a remercié. Il m'a dit, je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour moi, j'ai mieux compris certaines choses. Enfin voilà, ça Et il m'a. avait récidivé quand il a repris cette peine, ou c'était pour la même chose? Non, en fait, il n'est pas sorti depuis. D'accord, OK. Depuis 2022, il est 2022, toujours incarcéré, ouais. d'accord, pour ce viol en Pour ce viol en réunion. réunion, ouais. OK. Ouais, ouais. Donc du coup, voilà, ça m'avait marqué pour la symbolique en fait qu'il y avait Mmh. derrière et de me dire, ok, je fais peut-être pas ça pour rien au final. Mmh. Certes, oui, la peine elle est énorme et voilà, c'est même pas pour débattre sur la quantité de la peine, mais c'est juste qu'un jeune qui avait 17 ans à ce moment-là et qui te dise merci pour tout ce que vous avez fait pour moi Ça et tout. touche. Ouais. J'imagine que dans ton métier, ça Bah te oui. touche de fou. Et puis c'est un métier très ingrat hein, parce que c'est des ados. Donc c'est rare qu'ils te disent Merci. merci, Et que tu aies de la c'est reconnaissance, génial. que ce soit voilà, du milieu judiciaire, que ce soit des juges, des avocats, que sais-je. J'imagine que tu as pas forcément des remerciements. Nos juges, elles sont vraiment chouettes. Les juges du secteur sur lesquels je suis, Ouais. elles sont vraiment axées sur l'éducatif. Enfin, elles attendent beaucoup des rapports psy, éducatifs et tout. OK. Donc si, par rapport à ça, oui. Et convaincue de ton rôle et. Ouais, j'ai plus de légitimité à prendre par rapport à ça. Au niveau de ces juges-là, après, c'est plus à grande échelle. C'est plus à grande échelle. C'est sûr que parfois, ça dénote. Par exemple, quand
je sais pas, ceux qui sont venus en séjour éducatif, on en a 2 qui sont là pour des affaires criminelles. Quand je vais me pointer à la barre aux assises en disant en tout cas, si ça peut vous rassurer, il a hyper bien cuisiné les salades le soir et il était super pendant l'activité canoë. Effectivement, ça dénote de la réalité des faits, c'est vrai. Mais c'est aussi pour ça qu'on est efficace, je trouve. Et ça a une valeur, ce que tu te dis là, ça a une valeur pour juger les crimes qu'il a fait? Selon les juridictions, là, aux assises, bon, Non. je pense pas. Oui. Mais Ça... à juste titre, parce ouais. que c'est aussi l'échelle. d'échelle. Oui, ça a une valeur pour lui, Oui, pour sa construction, c'est pour ça. son profil. Ce qu'on peut lui apporter. Voilà, mais tout ce qui va être jugé dans l'affaire, ça n'a pas Je pas pense de poids. pas que ça impactera plus que ça. Après, quand c'est des délits et qui sont jugés au tribunal pour enfants, c'est un peu différent, parce qu'ils mettent vachement l'accent Mais justement les sur assises, l'éducatif. c'est différent. Bon, les assises, oui, c'est un peu plus... Tu prends ta peine relative à ce que tu as fait. C'est un peu plus compliqué. C'est bien, c'est super. Et en plus que t'es pas... Enfin, je pense que c'est plus que ça va pas aggraver son cas. Parce que si, je pense à un autre séjour où j'étais pas, mais mes collègues m'ont raconté, où en fait ils ont volé une voiture la nuit pour partir en Espagne. Enfin, oui, eux par exemple, ça les aurait pas aidés aux assises. Là, les miens, c'est pas que ça va les aider, mais ça va pas les enfoncer. Oui, je ok. pense. En tout cas, j'espère. Ok. Parce que ce serait dommage. Tout ça pour ça. Oui, c'est clair. Est-ce que t'as un message à faire passer avant qu'on termine cet épisode? Quelque chose que tu aurais envie de dire par rapport à ton métier? Que c'est un métier qui fascine beaucoup, justement, par les séries, les films. On a commencé l'épisode où je disais que c'était pour ça, moi, que j'étais venue, parce que ça me fascinait de comprendre que la réalité, elle est beaucoup moins glamour que ce qu'on voit, mais ça en fait pas un métier moins important, et que c'est pas parce qu'on essaye de comprendre ces personnes qu'on les excuse. C'est pas notre rôle, de toute façon. Et pareil, c'est pas notre rôle de les défendre, ils ont des avocats pour ça. Nous, on est juste là pour les comprendre et pour remettre de l'humanité. Parce qu'on disait aussi tout à l'heure, les monstres, ça n'existe pas. Ça existe que dans les contes pour enfants. Dans la vraie vie, on parle d'êtres humains qui peuvent avoir commis des choses monstrueuses. Mais ça ne veut pas dire que c'est irrécupérable. Et nous, on est justement là, ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est pas parce qu'on n'a pas d'empathie pour les victimes qu'on travaille avec les auteurs. C'est justement parce qu'on a de l'empathie envers les victimes qu'on travaille avec les auteurs. Et c'est hyper important d'en avoir conscience. Et puis mon dernier message, c'est si vous voulez, je le rappelle, faire des études de psychologie Si ou vous voulez ouvrir devenir vos cabinets, n'hésitez pas. ou psychiatre, n'hésitez pas, on manque de monde. Trop bien. Bah écoute, merci beaucoup d'être venue sur ce podcast. C'était trop chouette. Je pense que, en tout cas, ça m'a hyper intéressée. C'est vrai, moi, je pense que ça a beaucoup intéressé aussi les auditeurs et les Mad Shine Talkers. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like et à écrire un petit commentaire. Et je vous dis à bientôt. Des bisous.